Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de prime abord adresser mes sincères remerciements et reconnaissance à l'ensemble des participants et aux différents intervenants ou communicateurs en vos titres, grades et qualités pour votre présence, votre disponibilité à ce webinaire. Je tiens à remercier le club des juristes et plus particulièrement la modératrice de la confiance qu'il me témoigne en me faisant l'honneur d'intervenir à ce webinaire dont le thème est plus que d'actualité puisqu'il s'agit de l'arbitrage au RADA, sujet passionnant qui nourrit les discussions de tous bords dans le monde francophone et même ailleurs depuis plusieurs années. Je me réjouis de cette opportunité, celle d'être dans ce cadre d'échange entre professionnels, praticiens, chercheurs et spécialistes de droit. Le travail qui m'a été confié, ou disons celui dont j'ai l'honneur de présenter, consistera à me pencher sur, premièrement, l'environnement historique du droit au HADA. Deuxièmement, pourquoi instaurer le droit au HADA, évidemment dans l'espace. Et troisièmement, l'objectif est-il atteint? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mémo concernant l'OHADA, cet organe qui est né en 1993 dans les sillages du 5e jeu de la francophonie, de l'époque à Maurice, pour lui créé par le traité du 17 octobre 1993, puis révisé le 17 octobre 2008 à Québec, au Canada. L'OHADA a pour objectif d'établir des règles juridiques communes applicables dans le commerce. Ainsi, elle a créé des lois appelées actes uniformes. 17 pays la composent. Le siège se trouve au Cameroun. Elle comporte une juridiction CCJA qui concerne environ un peu plus de 40 millions de personnes. C'est cette juridiction qui arbitre les différents en droit commercial. C'est avec un enthousiasme certain et sincère que j'annonce ce thème qui nous rassemble aujourd'hui. Car avant, c'est cette passion commune qui nous anime, professionnels et chercheurs que nous sommes, le droit. L'environnement historique. Durant des décennies, le contexte historique du droit au HADA était marqué par un pluralisme d'ordre juridique. En effet, il existe un fossé entre l'ordre juridique et son application face aux réalités africaines. Il existait d'une part les coutumes ancestrales et celles du droit religieux musulman et chrétien, bien évidemment, et d'autre part le droit importé de l'Occident. Compte tenu de cette dualité de droit, l'applicabilité, autant pour moi, de ce droit semble être inappropriée. Face à ces préoccupations majeures, les États africains seront contraints d'harmoniser leurs droits. Ces États iront au-delà de leurs frontières. Ainsi, ils se lancent dans la recherche d'harmonisation du droit communautaire ou régional en vue de faciliter les échanges commerciaux et de mieux attirer les investisseurs qui sont de plus en plus réticents. Face à ce défi majeur, beaucoup de traités et de conventions seront signés entre ces États. Ainsi, à l'instar des États regroupés au sein de l'Union européenne, l'Afrique a suivi une démarche quasi identique en vue d'harmoniser et d'unifier les législations pour une meilleure intégration économique. Cette initiative a pour but essentiel de mettre en place une organisation ayant pour vocation de développer l'économie des pays membres par le biais des dispositions juridiques communes. Car ces États ont pour la plupart un point commun indéniable, une histoire commune et pour certains, une même religion, une monnaie commune, le CFA, le franc CFA, et d'ailleurs une antériorité juridique identique du droit français, et même une langue officielle qui est sans nul doute le français. En effet, c'est dans cette perspective qu'a vu le jour l'organisation du droit des affaires. Ainsi, elle a été créée en 1993, regroupant 17 États membres, comme je le dis tantôt, que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, Comores, le Congo RDC, Congo République démocratique,
Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo. Le traité s'inscrit dans une large variation de régulations, des relations juridiques contrôlées par les institutions financières internationales et dépendant de la logique de fonctionnement du marché. Sans l'ombre d'un doute, la philosophie économique prépondérante actuellement balance en faveur du libéralisme et de l'indicateur de la performance d'un ordre juridique donné et mesuré en fonction de la prise en compte des exigences du marché. De cette relation entre le droit et le marché, il est apparu des méthodes de réforme des droits internes donc nationaux, échappant de plus en plus à l'emprise de l'État. De telles inquiétudes se retrouvent logiquement transvasées au plan régional avec un surcroît d'intérêt relevant des paris nationaux, d'une reformulation de leur pouvoir classique en matière de législation. Ainsi, l'internationalisation des relations juridiques a ouvert le chemin à une compétition où la manipulation des droits nationaux et communautaires est le but premier. Comme l'on pourrait s'en imaginer, le continent africain n'a pas pu résister à la tentation de vouloir accueillir les flux financiers indispensables à son développement. La solution à l'appel des investissements s'est effectuée au prix d'un réaménagement des droits nationaux autour des fondements communs dégagés par l'autorégulation des forces en présence sur le marché mondial. C'est donc dans un contexte de négociation de la forme et de la consistance des droits nationaux que le traité OHADA est apparu. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à la signature pour lui le 17 octobre 1993, comme je le disais tantôt, par les États puis révisé en 2008. Le traité met en place 5 institutions. Il s'agit premièrement de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'organe suprême de l'OHADA. Elle est présidée par le chef de l'État ou du gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des ministres de la Justice et des Finances. Elle se réunit en tant que de besoin. Elle se réunit en tant que de besoin sur convocation, en cas de besoin, sur convocation de son président à son initiative ou à celle des tiers des États partis pour donner des impulsions et orientations nécessaires au processus d'harmonisation du droit des affaires. À ce niveau, j'aimerais faire une petite parenthèse pour dire que le 20 février 2020 a eu lieu dans la salle de conférence du ministère de la Justice à Malabo, République de Guinée équatoriale, la cérémonie de passation de la présidence du Conseil des ministres de l'organisation de l'OHADA entre la République Bissau et la République Guinée équatoriale. En fait, c'est pour dire que actuellement, c'est la Guinée qui assure la présidence de l'OHADA. Deuxièmement, nous avons le Conseil des ministres. Cet organe comprend les ministres chargés de justice ainsi que les ministres des Finances de chaque État parti. Organe délibératif et de décision. Il se réunit au moins une fois par an. Il est notamment compétent pour adopter les actes uniformes, les règles de droit matériel directement applicables dans chacun des États partis. Troisièmement, nous avons le secrétariat permanent, qui est l'organe exécutif de l'OHADA. Il assiste le Conseil des ministres et est chargé de la préparation du programme annuel des ministres et est chargé de la préparation du programme annuel d'harmonisation du droit des affaires ainsi que des projets d'actes uniformes. Son siège se situe à Yaoundé. Le secrétariat permanent est actuellement dirigé par le professeur Emmanuel Sidibi Darankoum, qui représente officiellement l'OHADA. Quatrièmement, nous avons la Cour de justice, la Cour commune de justice et d'arbitrage, la CCJA, qui a son siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle est composée de 13 juges élus par un mandat de 7 ans non renouvelable. La CCJA assure l'interprétation et l'application commune du traité des règlements
pris par son application et des actes uniformes. Elle assure une triple fonction consultative. Elle émet des avis sur toute question relative à l'interprétation du traité et des actes de droit dérivé, judiciaire. Elle se substitue au Cour suprême national pour connaître seul, en dernier ressort, des pouvoirs dirigés contre les décisions nationales appelant l'application du droit au Hada. Et arbitral, elle arbitre un centre d'arbitrage institutionnel dont le fonctionnement est régi par le règlement d'arbitrage du 11 mars 1993. Et cinquièmement, nous avons l'école régionale supérieure de la magistrature et Rusima, ayant son siège à Porto Novo, au Bénin, est un organe de formation, de perfection et de recherche en droit au Hada et du droit des affaires. Rattaché au secrétariat permanent qui en assure la tutelle, le Rusima est actuellement dirigé par le professeur Mayata Ndiaye Mbaye. Ainsi, le Hada a reçu pour mission de rationaliser l'environnement juridique des entreprises afin de garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques dans la perspective de stimuler l'investissement et de créer, autant pour moi, et de créer